parler donc de l'actualité en Espagne, parce que je ne sais pas si certains sont informés. Donc on a deux Espagnols avec nous aujourd'hui, Roberto et Alberto, bien sûr, Torresano. Donc je vais remonter à la cause. Donc il y a... pardon, je vais y arriver. Il y a eu quelques mois, donc très exactement le 11 septembre 2013, je crois que ça remonte, ou 2014 2013, la Blanquerna, donc c'est l'alliance de plusieurs mouvements espagnols, donc la Phalange, Démocratie nationale, le mouvement catholique, Alliance nationale, qui ont attaqué une réunion de représentants catalans qui étaient à Madrid. Pardon ? Quoi ? Sécessionnistes. De sécessionnistes catalans. Séparatistes. On peut utiliser d'autres noms, mais je suis une jeune fille bien élevée, je ne les utiliserai pas. De gens malfaisants. Ils ont attaqué donc cette réunion en groupe avec il y avait le chef de la Phalange qui était également présent. Ils ont perturbé la réunion, renversé un ou deux micros, le pupitre, et a priori il y aurait eu un petit peu de gaz lacrymogène dans la salle. Et le procès avait lieu donc les 15 derniers jours là. Et il y a eu donc 15 interpellés, 15 poursuivis, dont 7 membres de la Phalange, 2 de Démocratie nationale, 3 de l'Alliance nationale. Il y a eu le reste venait du mouvement catholique et d'autres militants pas spécialement affiliés à des mouvements. Et il y a eu de la prison de réclamer pour tous, donc juste pour ce fait, dont, alors c'est l'accusation qui demandait contre un membre de la Phalange qui s'appelle Jesus, que ceux qui viennent aux réunions ou qui ont pu voir les Espagnols, c'est le plus grand. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est le plus grand qui avait le bandana sur le visage avec les lunettes. Je ne sais pas si vous pouvez, vous tapez Blanquerna sur l'internet, vous verrez la vidéo. L'accusation catalane demandait 17 ans de prison contre lui. Rien que ça. 17 ans, hein, en sachant que Rosué, donc, qui était militant nationaliste et qui a tué un antifa pour se défendre dans le métro, a été condamné à 26 ans de prison. Et Jesus, pour avoir renversé un micro, il voudrait l'enfermer 17 ans. Voilà. Mais le fiscal a demandé, lui, 5 ans et 6 mois de prison. Donc le fiscal, c'est l'équivalent de notre procureur en France. L'accusateur public, voilà. Et donc le verdict, on est en attente du verdict qui aura lieu d'ici une semaine ou 10 jours. On vous tiendra au courant de toute façon dès qu'on aura le verdict dans le bulletin du CFH. CFH auquel il faut bien entendu adhérer. Pour la modique somme de 25 €. Voilà. Minimum, 25 €. Elle n'a pas augmenté depuis 10 ans. Même plus. Il y a un problème avec l'inflation. Donc, n'hésitez pas à adhérer au CFH pour vous tenir informé. Vous faites le chèque et ils chargent du reste. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de bulletin d'adhésion, mais comme il y aura votre adresse sur le chèque, ils vous enverront votre carte. Voilà. Et bien entendu, nous soutenons donc, nos amis espagnols via le CFH et accessoirement via le Clan, donc, qui est une association d'entraide pour les nationalistes, qui est aussi en lien avec d'autres mouvements étrangers. Clan que je préside, auquel vous pouvez adhérer également si vous voulez. Donc voilà, je vais laisser la parole à Yvan Benedetti, président envers et contre et Alberto. Donc alors, alors, non, mais si Alberto va prendre la parole, je voulais vous dire que c'est un exemple de bonne entente. Vous l'avez compris, on est nombreux parce qu'on est réussi, parce qu'on est unis. Certes, le CFH a un certain nombre d'années d'existence, mais il est clair et certain qu'avoir votre âge, toujours jeune, ça a été très très bien relayé par le PNF. Et voilà, donc c'est important que vous sachiez, je soutiens ça parce que c'est une force à laquelle j'adhère, parce que j'ai envie de rester jeune et combattante et militante. Et voilà, c'est ça qui est important, c'est à certaines occasions de se réunir, à condition de ne pas perdre son âme, bien évidemment, et c'est pas M. Bebé qui va dire le contraire. Bon, sur ce, Alberto, qui s'est déplacé de Madrid, et ensuite Yvan, et ensuite
petite sucrerie. Bon, mais le problème, en Espagne aujourd'hui, on a un grand problème, c'est qu'on est retourné à un lieu d'avancée, on est parti de l'autre côté. Et on se trouve dans un moment où il n'y a pas de gouvernement, on ne sait pas ce qui va se passer, où la gauche a gagné, pratiquement c'est la gauche qui a gagné, parce que la droite, il a fait très mal les choses. La droite qui avait une majorité absolue, les PP, les partis populaires, ils ont gagné les dernières élections avec une majorité totale, mais au lieu de faire quelque chose, ils n'ont rien fait, ils sont laissés faire. Ils ont laissé faire tout. Les Catalans, ils ont dit voilà, on est plus des Espagnols, on est des Catalans, on veut faire une république catalane. Et le gouvernement, il pouvait appliquer la loi et dire non, l'Espagne c'est une unité, comme avait dit déjà José Antonio, une unité de destin universel. Et maintenant, on ne va pas perdre une partie de l'Espagne parce que les Catalans ne sont pas contents. Bon, en lieu de faire quelque chose, on n'a rien fait, on a laissé faire, on a laissé faire tout le temps, tout. Et aujourd'hui, on est retourné à l'année 1934, où il y a un parti nouveau qui s'appelle Podemos, qui a eu 70 députés dans les dernières élections, où la phalange c'est fini, la phalange n'existe plus. On a eu c'est honteux. Moi, j'étais toute ma vie phalangiste, j'étais même le chef de la phalange de Madrid, et on a 15 000 voix, c'est ridicule. Hein? C'est un témoin, 15 000 voix, tous les phalanges ensemble, puisqu'on n'a pas une seule phalange, on a 3 ou 4. Je ne suis pas sûr, parce que parfois on a 4 et parfois on a 3. Mais c'est triste, c'est terriblement triste pour un phalangiste. De l'autre côté, la gauche, elle est toujours plus forte que la droite, et ils sont arrivés à voir un moment où d'incertitude totale. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, si on va répéter les élections au mois de mai, aussi bien la gauche, il va s'organiser avec les partis socialistes, Podemos et les séparatistes, ou bien la droite, je pense que c'est complètement fini. C'est fini, parce que c'est une droite qui je pense que la droite c'est la même partout. C'est partout c'est la même droite. C'est une droite qui n'a aucune personnalité, qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit, et c'est pour ça qu'on est dans la ruine dans ce moment, parce qu'on a une incertitude, on dit incertitude totale, parce qu'on va... Une incertitude totale qu'on ne sait pas ce que ça va arriver dans quelques mois. En tout cas, dans ce moment précis, le roi d'Espagne a dit au chef du Parti socialiste et pas au chef du PP parce qu'il se méfie aussi du chef du parti. Et parce que le roi c'était toujours un roi de gauche. On a eu la malheur d'avoir les mauvais Bourbons chez nous, peut-être les bons sont chez vous, je ne sais pas. C'est la même salade. C'est la même salade. Et le roi, il a demandé au chef du Parti socialiste, ça fait 3 jours exactement. Aujourd'hui c'est samedi, non? Oui. C'était jeudi. Il a demandé au chef du Parti socialiste de former un gouvernement. Le Parti socialiste qui est descendu d'une façon incroyable. C'est la première fois après la mort de Franco que le Parti socialiste il a eu un record ridicule de 80 députés. Quand avant il y avait toujours 120, 130, 140, aujourd'hui c'est 80. Et avec ces 80 députés, plus les 60 députés ou les 70 députés de Podemos, plus les séparatistes, il peut arriver à avoir une majorité pour former un nouveau gouvernement ça serait un gouvernement de gauche, complètement de gauche. Et qu'est-ce que c'est? Parce que déjà,
Podemos a été financé par Venezuela, parce que lui, il a passé tout le temps, disons qu'il a passé 3 ou 4 ans, de conseiller les chefs qui étaient de Venezuela. Hugo Chavez. Ah, de Chavez. Il était un conseiller de Chavez et jusqu'à sa mort. Et c'est la Venezuela et l'Iran qui ont financé toute la politique de Podemos. Et Podemos est arrivé à avoir 70 députés dans ce moment, plus les 90 députés du Parti socialiste et les députés des séparatistes espagnols. Il peut avoir une majorité dans quelques mois, dans 2 mois peut-être, et peut-être on arrive à avoir un parti du Front populaire. Et c'est ça, c'est terrible quand tu penses qu'on retourne au Front populaire. C'est pas dire ça, il y a une renaissance. Voilà. Donc, je pense Voilà. pas. L'espérance s'annonce et c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Écoutons notre Alors, l'ami Alberto, on comprend son pessimisme, parce que lui, il a connu les brasiers, l'époque des grands brasiers de ce fascisme immense et rouge dont parlait Robert Brasillac, du temps où la phalange était au pouvoir. Alberto Torresano, avec ses camarades en Espagne, derrière Franco, était au pouvoir. Donc c'est certain, quand on est confronté avec la situation d'aujourd'hui, on est enclin à quelques pessimismes. Mais, tant qu'il reste une espérance, tant qu'il reste une braise qui luit, et c'est le cas qui rougeoie, c'est le cas de nos camarades en Espagne qui tiennent la position envers et contre tout, avec certaines conséquences, puisque notre ami Lusso nous a parlé de répression et de risque de prison ferme. Eh bien, tout est permis, tout est permis. Et il faut toujours replacer les actes collectifs qui sont les nôtres dans le champ historique et comprendre pourquoi chaque année nous nous rendons sur les tombes de Robert Brasillac et de Maurice Bardèche. Et Pierre Sidos m'a transmis un document qu'il a trouvé dans ses archives qui sont innombrables, qui sont celles de la mémoire d'un combattant d'avant et d'après-guerre qui explique ce combat qui est le nôtre et pourquoi nous allons sur la tombe de Robert Brasillac chaque année et de Maurice Bardèche. Parce que quand je suis rentré à l'œuvre française, ça va les anciens, on vous épargne les commentaires, même gestuels. On m'a servi un discours et des formules qui m'ont un petit peu retourné l'esprit et dont je n'avais pas pris conscience de la profondeur de ces formules et de ces mots. Quand je suis rentré à l'œuvre française, on m'a expliqué que c'était toujours le combat des mêmes contre les mêmes. Moi, je me disais, jeune, fier, conquérant, je me disais, voilà, on va combattre les ennemis qui sont ceux d'aujourd'hui. On a commencé par m'expliquer que ceux qu'on affrontait aujourd'hui, eh bien, c'était les mêmes que ceux d'hier. Et je vais vous lire donc un communiqué d'un mouvement qui s'appelait la Jeune Nation et qui avait organisé au sortir de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, une commémoration en hommage à Robert Brasillac et à un dépôt de gerbes et une prise de parole sur la tombe de notre cher Robert, qui à l'époque était au Père-Lachaise, puisque Robert Brasillac était enterré au Père-Lachaise avant que ses cendres soient transférées au cimetière Chaleronne, là où nous nous sommes retrouvés ce matin.
Voilà quel était ce communiqué. On est en 1952. Il faut savoir que ce qu'ils appellent l'épuration, c'est mal nommé puisque c'est tuer les meilleurs Français d'entre tous, ceux qui avaient servi le maréchal, ont continué les communistes, les gaullistes, continué à exécuter, enfin assassiner des fidèles militants du maréchal à cette époque-là. Donc vous voyez tout le courage de ce mouvement, emmené entre autres par Pierre Sidos, qui, pour la première fois, organisait cette commémoration, donc le 6 février 1952. Et voilà ce que dit le communiqué. Pour le 7e anniversaire de la mort de Robert Brasillac, le mouvement Jeunes Nations avait convié ses adhérents et amis à un pieux pèlerinage au Père-Lachaise, sur la tombe du grand ami disparu. D'importantes forces de police, à l'extérieur du cimetière, disséminées dans les allées et groupées au pied même de la tombe de Robert Brasillac, interdirent de façon formelle à notre ami Albert Hoechlin, porte-parole du mouvement Jeunes Nations, d'exalter le sacrifice de Robert Brasillac. Pour ceux qui étaient au cimetière ce matin, vous avez vu qu'en arrivant, un quart de flic, comme chaque année, deux. les forces répressives du système étaient présentes en grand nombre. Là, on parle de 1952 et nous sommes donc en 2016. Je vous laisse faire le calcul. Écoutez bien ce que dit ce communiqué, ce que dit Jeunes Nations à l'époque. La République a peur de ses victimes, même mortes. Un régime qui en est réduit à de telles extrémités n'a plus que de rares moments à vivre. On est en 52, en 58, avec le soulèvement en Algérie, la révolution nationale en Algérie, où nous sommes, nous les forces nationalistes et nationales, assez non loin de la victoire. Un grand homme d'État que les démocraties se plaisent à honorer comme un des leurs plus purs symboles, Thomas Masaryk, a écrit « On ne pactise pas avec un état de choses qui n'a pour base que le privilège et le mensonge. L'ordre nouveau doit être fondé sur le culte de la vérité. » Nos actuels dirigeants feraient bien de s'inspirer des paroles de Thomas Masaryk s'ils ne veulent pas que nous fassions en France ce que nos amis ont fait à leur heure dans d'autres États, les fouler aux pieds pour faire succéder à leur régime de lâcheté, de brimade, d'interdiction et de mensonge, celui de la paix, de la justice, de l'ordre et de la vérité. Et retranscrit le discours de Albert Hoechlin, le porte-parole de Jeunes Nations, qui à l'époque n'avait pas pu tenir ce discours-là devant la tombe de Robert Brasillac, puisque la préfecture de police en avait interdit la prise de parole. Il y a une remarque qui est intéressante aussi, vous verrez que rien n'a changé. C'est le combat des mêmes contre les mêmes, et que nos ennemis utilisent la même répression, même politique répressive contre nous, comme contre les nationalistes, juste après-guerre. Il faut noter, quelques jours plus tard, que la même préfecture de police tolérait une manifestation au Père-Lachaise, à 50 mètres à peine de la tombe de Brasillac, où, drapeau rouge déployé, des orateurs communistes firent l'éloge funèbre d'Ambroise Croizat. Simple comparaison qui permettra à l'étranger et au monde entier de juger nos gouvernants actuels, tant sur les paroles qu'ils prononcent vis-à-vis de tous, que sur les actes qu'ils commettent en contradiction flagrante avec leurs déclarations tonitruantes. Voilà le discours d'Albert Hoechlin pour rendre hommage, 7 ans après la mort de Robert Brasillac, à ce cher poète disparu. La Jeune Nation vous a convié à célébrer aujourd'hui le 7e anniversaire de la mort de Robert Brasillac, dont la noble et pure figure restera à jamais pour la jeunesse et les générations futures
le symbole de l'intelligence, de la droiture, de la fidélité aux idéaux de la Révolution nationale, le symbole du courage et de l'héroïsme, le symbole de la foi révolutionnaire et nationale qui brûle toujours dans quelques cerveaux hardis. Jeune étudiant, Robert Brasillac a engagé le combat révolutionnaire national avec une fougue et une audace admirables, qui l'ont amené à quitter rapidement les rangs de l'action française fossilisée dans ses haines et ses préjugés pour entreprendre à Je suis partout la carrière la plus fulgurante que le journalisme ait connue depuis 50 années. C'est à cette époque que le nom de Robert Brasillac a commencé à prendre tout son éclat. Je ne retracerai pas les grandes étapes de la carrière politique de Robert Brasillac. C'est lui qui a compris, un des premiers, l'importance de l'année 1933 dans l'histoire du monde, avec l'arrivée au pouvoir en Allemagne du Parti national-socialiste de Hitler. Il salue la force grandissante en Belgique du rexisme et rencontre plusieurs fois son chef Léon de Grelle. C'est ensuite le flamboiement national de la guerre d'Espagne et la victoire de la Phalange. Il fait plusieurs fois à cette époque le voyage en Espagne nationaliste et en rapporte une magistrale et véridique histoire de la guerre d'Espagne, écrite en collaboration avec Maurice Bardèche. Enfin, c'est la guerre, la captivité, la libération. C'est le Je suis partout des années 41 à 44, avec 150 000 lecteurs. Le Je suis partout, lucide, courageux, héroïque, porte-parole des révolutionnaires nationaux français hérités par les souffrances, les incapacités, les trahisons de certains dans le régime de Vichy. C'est le porte-parole de la véritable collaboration franco-allemande, le porte-parole de la Révolution nationale. Robert Brasillac y joue un rôle capital. Une grande partie de la jeunesse française le reconnaît pour son pilote. C'est ce qui lui vaut la haine de la France de Londres et des maquis. C'est ce qui lui vaut sa condamnation à mort et son exécution. Nous nous élèverons jamais assez contre le scandale de cette condamnation et de cette exécution dont toute la responsabilité incombe au général de Gaulle, que nous ne reconnaîtrons jamais comme le chef du peuple français. Robert Brasillac est mort en héros. Ils sont rares ceux qui luttent jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Son souvenir restera à jamais impérissable dans nos mémoires. Mais nous serions indignes de l'exemple héroïque qu'il a montré si nous ne continuions le combat révolutionnaire national dans les voies qu'il nous a tracées. Il écrivait en effet en février 40, « Nous savons bien que nous sommes, malgré tout, la génération de la relève. » Et il ajoutait dans une immense lassitude, « Mais il semble loin, aujourd'hui, le temps où rayonnait pour nous, hier encore, la révolution nationale avec les chants, les défilés, la conquête du pouvoir. José Antonio, la jeunesse virile, la nation. Quand tout cela reviendra-t-il » interroge Robert Brasillac. Nous savons que la tâche de la jeune nation est de recréer ce climat national et hardi où notre patrie devrait bien vivre à son tour pour étonner le monde. Robert Brasillac, soyez assurés, comme vous le souhaitez, que les jalons que vous avez posés pendant votre vie trop brève nous indiqueront notre route. Ce texte est écrit, ces paroles devaient être prononcées en 1952. Et aujourd'hui, on peut les lire sans qu'elles soient marquées par le sceau du temps. C'est pour cela que nous disons que le nationalisme, c'est une grande chaîne historique de maillons successifs. Après Robert Brasillac vient la Jeune Nation. Après la Jeune Nation vient le Parti nationaliste. Après le Parti nationaliste vient l'OAS, l'Organisation armée secrète. Et ainsi de suite. De génération en génération. De souffle de vie en souffle de vie. De volonté qui s'exprime dans le combat au service de notre idéal plus fort. Ce flambeau se transmet de main en main pour que, aujourd'hui, il nous arrive à nous, nationalistes, dans des temps qui sont difficiles, aussi bien en Espagne qu'en France et qu'ailleurs. Mais cette braise dont je parlais, elle continue à rougir, elle continue à vivre, elle continue à dispenser cette chaleur indispensable
au cœur des braves que nous voulons reconquérir. Et quand viendront les vents forts, les vents favorables, et ils ont commencé à souffler, sera venu le temps de cette nouvelle révolution nationale que nous inscrivons dans les pas d'un autre ancien qui nous sert d'exemple avec sa politique de travail, de famille, de patrie, à une heure où il n'existe plus de travail, où les familles sont éclatées et menacées, et que la patrie est menacée de disparition. Oui, il faut être porteur de cette espérance nationaliste, parce que cette braise, elle continue à être là, et il suffit un petit peu de frasque, comme on dit dans les campagnes, un petit peu de bois sec dont nous sommes les porteurs, pour qu'avant, avec ces vents favorables de cette période révolutionnaire qui s'annonce, ce grand brasier de l'énergie nationale s'impose, et alors nous pourrons rétablir la France avec nos camarades dans toute l'Europe, rétablir les nations en Europe pour que la civilisation européenne reprenne son cours naturel de phare dans l'histoire universelle. Je vous remercie. Avant de terminer, ces quelques mots de Robert Brasillac, lui aussi se plaçait dans les pas de ceux qui étaient tombés le 6 février 1934. Ce sont quelques vers qu'il a couchés, qui ont été regroupés dans un volume qui s'appelle Les Poèmes de Fresnes, et dont vous devez prendre connaissance. Il était à 2 jours de son assassinat, il connaissait sa sentence de condamné à mort. Il a écrit, jeté sur des papiers toilettes, ces vers-là. Les derniers coups de feu continuent de briller. Dans les jours indistants où sont tombés les nôtres, sur 11 ans de retard, serais-je donc des vôtres? Je pense à vous ce soir, ô morts de février. Pardonnez-moi de prendre la parole après ces 6 beaux vers. Il m'a été dit que les gens ne connaissaient pas le cercle franco-hispanique. Je voulais juste vous dire que le cercle franco-hispanique est une association qui est née d'une impulsion d'âme, de cœur, d'amour avec la patrie espagnole, et que cette association a été créée avec une demande de gens qui souhaitaient tout simplement avoir des nouvelles de ce qui se passait en Espagne. C'est vous dire si l'affection que nous portons à l'Espagne est intéressante. On l'a vu avec l'histoire. Elle se perdure aujourd'hui. Donc le cercle franco-hispanique est apparu avec Olivier Grimaldi en 1983 avec une première messe, mais l'association a été déclarée en 1984 et elle a pour objet de donner des nouvelles de ce qui se passe en Espagne sur le plan nationaliste, bien évidemment, de réunir les informations, qu'elles soient phalangistes, franquistes, plutôt catholiques, mais l'idée étant de réunir nos forces pour une même âme, pour une même quête, un peu comme ce qu'a dit l'abbé ce matin. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, réunis aujourd'hui. Et je voulais vous dire que le 6 février n'est pas anodin. Vous connaissez l'histoire de Robert Brasillac, mais au cas où certains ne le sauraient pas, Robert Brasillac avait le même amour pour l'Espagne qu'Olivier avait pour l'Espagne, à tel point que c'était sa deuxième patrie. Donc, Olivier étant mon époux, étant très amoureux, très engagé sur ce plan, très phalangiste d'esprit,
nous avons toujours donné des nouvelles pour pouvoir qu'ils fassent la même chose sur la Grèce, sur l'Espagne. Mais avec notre ami Yvan qui réunit toutes ses forces, on y arrivera. L'essentiel, c'est que, vous l'avez compris, on soit bien réunis pour les moments importants. Ça, c'est l'essentiel. Et avec notre force d'âme, on y arrivera. Vous le comprenez bien? Il faut qu'à un moment donné, les petites querelles de chapelle, comme on dit, et d'habitude on met ça sous le tribut des femmes, les querelles, les histoires un petit peu de... Voilà, disparaissent, et il faut que les hommes soient des vrais hommes, et que surtout l'intérêt de la patrie et de l'Europe, voilà, passe au-dessus de tout ça. Je me rappelle le jour qu'Hélène est arrivée à mon bureau à Madrid, avec son mari, avec Olivier, que j'étais un garçon, et que tout d'un jour, Au local de la famille. ils m'ont demandé, c'est ça la siège de la Phalange? J'ai dit oui, mais on est des Français qui viennent à vous visiter. Elle dit bon, laissez voir que vous sont reçus, venez s'il vous plaît. Et tout d'un coup, il y a des Français qui rentrent, et ça ne finissait pas. Je dis bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Combien de Français vous venez là? Deux quarts. En tout cas, De 52 personnes. je ne pouvais pas rester dans mon bureau parce qu'il y avait plus de place. On est parti au salon de la siège de la Phalange à Madrid, qui c'était à la Cuesta de Santo Domingo, numéro 3. Et il y avait une centaine, et vous étiez Oui. plus d'une centaine. Et bon, mais je vous ai donné un petit bienvenue. Et depuis, ça s'est passé en 82, 83. Oui, c'est ça. Depuis, on est resté des amis pour toujours. Oui. Voilà. Mais je voulais vous dire quelque Merci. chose. Merci à Alberto qui nous Pour a ta accueillis. visite. Mais c'est vrai que l'histoire du cercle franco-hispanique, c'est important quand même de le rappeler. Excusez-moi, je le fais au nom d'Olivier Grimaldi. Il ne faut pas oublier qu'Olivier Grimaldi est à l'origine de la connaissance, de l'information, de tout ce qui est relatif à l'histoire de l'Espagne et surtout de la Phalange, c'est-à-dire José Antonio Primo de Rivera et même Léon Degrelle. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, etc., mais peu importe, on a fait notre devoir de transmission d'informations. Et j'en profite parce que vous devinez que mon mari est ici présent. Il a été à la source, vraiment à l'origine, à l'énergie. C'est lui quand même qui a révélé José Antonio Primo de Rivera en France. Et ça, c'est une qualité parce que c'est une bonne chose et on sait que derrière, il y a les idées syndicalistes, nationales, qui sont importantes. Il y a toute la doctrine. Ça, c'est important. Et là, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. C'est Olivier Grimaldi qui a fait connaître en France José Antonio Primo de Rivera et qui, au-delà de nos rencontres et grâce à l'aide d'Alberto, même Léon Degrelle. Et tout ça, c'est de la puissance intéressante parce que, en réflexion, ça a amené des gens ici, en France, des intellectuels, à réfléchir sur ces idées qui n'étaient pas connues à l'époque. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais soyons humbles, nous transmettons, vous êtes là, vous allez transmettre de la même façon. Il faut rester humble dans toute cette histoire, vous voyez. Mais je voulais faire ce petit hommage à mon époux, si vous le permettez. Oui. Allez, maintenant, on a un petit dessert qui vous attend.